Bonsoir à toutes et à toutes. Merci Eva, merci Noël, merci d'être si nombreux ce soir. Vous êtes plus de 1200 ici à Grenoble. 1200, c'est plus que jamais pour Europe Écologie. C'est le signe qu'Europe Écologie est en phase, qu'Europe Écologie est ce que la société et notre société attend aujourd'hui. C'est le signe que nous allons gagner le 14 et le 21 mars. Alors Noël l'a dit tout à l'heure à l'ouverture, Grenoble est une ville hautement symbolique pour l'écologie. Une ville d'intelligence collective, une ville de mobilisation citoyenne, une ville aussi de résistantes et de résistants à toutes les formes de bien-pensance tiède, cette bien-pensante qui se fait la complice de toutes les formes de lâcheté. Et je dis cela dans un cadre particulier qu'a évoqué Noël tout à l'heure, celui d'une certaine irresponsabilité productiviste et scientiste. Je dis cela parce qu'il y a ici des gens qui résistent, qui savent ce que veut dire résister, et on le saurait à moins à quelques encablures du Vercors. Alors oui, il est important de dire ici à Grenoble qu'il faut résister au pillage de la planète, à l'individualisme galopant, à la précarisation de la jeunesse, à l'irresponsabilité du productivisme et du scientisme. Oui, nous devons résister, mais nous devons aussi proposer. Et Europe Écologie, si nous résistons, nous proposons. Qu'est-ce que nous proposons? Qu'est-ce que nous avons au cœur de nos propositions? Eh bien, ça a été évoqué tout à l'heure, et je vais tenter de le développer brièvement. Nous avons de l'énergie renouvelable. Alors, nous avons de l'énergie renouvelable, bien sûr, d'abord dans le vent. Nous savons que nous pourrions construire d'ici 2020 850 éoliennes en Rhône-Alpes qui permettent de produire de l'électricité pour 1 700 000 foyers. Nous savons qu'une éolienne, ça coûte 1 million d'euros pour 1 mégawatt, alors qu'un EPR, un petit ou un grand EPR, coûte 3,7 millions d'euros pour le même mégawatt. Et l'on nous parle d'économiser l'argent public. Nous autres écologistes, nous sommes effectivement économes de l'argent public. Et parce que nous sommes économes de l'argent public, nous sommes pour les énergies renouvelables. Le soleil aussi, le soleil est là, et nous savons que d'ici 2020, en Rhône-Alpes, nous pourrions couvrir les toitures de 5,4 millions de mètres carrés de panneaux photovoltaïques. De quoi fournir en électricité quotidienne 350 000 logements et 450 000 logements en solaire thermique individuel pour l'eau chaude. Alors oui, le soleil est une énergie renouvelable et nous en avons à revendre, si en Rhône-Alpes, du soleil au cœur, comme disait René Char. Et puis, il y a la terre, bien sûr, comme énergie renouvelable. La terre parce que nous n'avons pas encore suffisamment exploré la géothermie. La terre parce qu'il nous faut travailler aux techniques de méthanisation, qui sont une ressource considérable, beaucoup trop inexplorée, inexploitée. Mais la Terre, cette mince couche de quelques dizaines de centimètres qui permet de nourrir tous les hommes et toutes les femmes, qui devrait permettre de nourrir tous les hommes et toutes les femmes, cette Terre, nous voulons la préserver. Et si nous luttons contre la pollution, ce n'est pas parce que nous voulons, comme d'autres, nettoyer le monde au Karcher, c'est parce que nous voulons faire alliance avec cette Terre dont nous sommes issus et qui est notre avenir, avec cette Terre qui nous nourrit et que nous voulons préserver pour nos enfants. Alors nous disons oui, il faut préserver la terre, c'est une véritable énergie renouvelable, non à la monoculture intensive, non à l'exploitation productiviste, non à cette agriculture dite raisonnée qui n'a rien de raisonnable. Oui au circuit court, oui à la suffisance alimentaire des exploitations, oui aux AMAP, oui à l'agriculture biologique qui est la seule à être véritablement rentable, vous le savez, puisque c'est la seule qui pratique les prix vrais, quand la politique irresponsable de la PAC finance d'une manière absolument scandaleuse une exploitation intensive, mortifère pour nos sols. La terre, c'est aussi pour nos enfants le lieu de l'apprentissage du vivant. Le vivant qui est histoire, le vivant que nous portons chacun en nous, ces millénaires du vivant construit à travers l'histoire de l'humanité, ce vivant infiniment fragile, alors merci, tout à fait. J'en profite pour remercier le dessinateur, et c'est une petite parenthèse. Je vous demande de l'applaudir.
Il a fait un superbe travail tout au long de cette soirée. Il s'appelle Clé de 12. Clé de 12 et merci à lui vraiment. Alors, ce vivant qui vit en chacun de nous et qui est l'héritage de millénaires, ce vivant qui est à la fois esprit et matière et ce vivant que nos enfants finissent par oublier parce que beaucoup de nos enfants des villes n'ont même plus le moindre contact avec cette terre, avec les animaux et avec les végétaux qui l'habitent. On ne joue pas impunément avec le vivant. On ne joue pas impunément avec les OGM, on ne joue pas impunément à couper l'homme de ses racines et de son histoire. On respecte le vivant parce que, comme vous le savez, selon le vieux proverbe chinois, on ne fait pas pousser les fleurs en tirant sur les... Alors la terre, c'est bien sûr de l'énergie renouvelable si nous la respectons. La terre, c'est de l'énergie, c'est le paysage. Le paysage qui est un lieu d'énergie positive pour chacun d'entre nous, de ressources pour les enfants, mais aussi pour les adultes, dès lors qu'elle est l'occasion d'une alliance entre les paysans dont on a parlé et les touristes, nous autres, les citadins qui avons besoin régulièrement justement de ce contact avec le paysage. À plusieurs reprises, j'ai eu l'occasion au cours de cette campagne de pouvoir mesurer à quel point le paysan, l'agriculteur était un homme, une femme de culture, pas seulement de culture bio, mais de la vraie culture, de la culture qui humanise le monde, de la culture qui fait de la jungle un monde que l'on peut apprivoiser, un monde dans lequel on peut se promener, un monde dans lequel il y a des chemins, des vallons, des paysages, un monde à hauteur d'hommes et de femmes. Alors oui, la terre est une énergie renouvelable dès lors qu'elle est traitée sans arrogance, dès lors qu'elle est traitée dans l'alliance. Mais il y a d'autres énergies renouvelables, bien sûr, et nous autres, Europe Écologie, nous les cherchons, nous les protégeons et nous les développons. Il est la culture qui est une formidable énergie renouvelable. Le paysage, je vous l'ai dit, ça n'est pas un objet naturel, bien sûr, c'est un objet culturel. Et à ce titre, comme tous les objets culturels, il nécessite des médiations. Et nous autres, à Europe Écologie, nous sommes sensibles à la nécessité de rendre la culture accessible à tous. Bourdieu nous l'avait dit il y a bien longtemps, l'offre de biens culturels ne fait le plus souvent qu'accroître les inégalités. Elle est subordonnée, cette offre, à la capacité à s'en saisir. Et oui, on a multiplié les places de théâtre, mais on a divisé le nombre de gens qui vont au théâtre. Il y a simplement moins de gens qui vont plus souvent au théâtre. Et il ne suffit pas de multiplier les structures culturelles, aussi prestigieuses et rayonnantes soient-elles, pour que la culture capillarise véritablement tout le tissu social. Il faut des médiateurs, il faut donner à comprendre, il faut donner à aimer. Chacun peut donner à comprendre et à aimer. Dans le domaine artistique, bien sûr, mais n'oublions pas que la culture, c'est aussi la culture scientifique, la culture technique, la culture professionnelle. Cette culture professionnelle si méprisée, cette culture professionnelle qui pourtant, quand elle est montrée, quand elle est exposée à d'autres, peut enthousiasmer, peut permettre à des gens de s'intéresser et à des jeunes de découvrir qu'il y a dans la fabrication, dans la possibilité de faire quelque chose de ses mains, un pouvoir fabuleux, une créativité inouïe. Oui, la culture est une énergie renouvelable. Oui, nous voulons développer la culture au plus près de chacun et de chacune des Rhône-Alpins. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons que chaque professionnel de la culture qui touche des subsides, des subventions publiques, soit aussi amené systématiquement à développer des activités en direction des amateurs, à développer les pratiques culturelles et à le développer de la manière la plus démocratique qui soit. Alors, la culture est une énergie renouvelable, mais les savoirs aussi, bien sûr, parce qu'ils sont les moyens de comprendre le monde. Les savoirs, parce qu'ils sont les moyens de mettre en échec la fameuse théorie du gâteau. Vous la connaissez, la théorie du gâteau. On nous dit, il faut prendre ta part du gâteau, sinon on va te prendre ta part du gâteau. Et chacun dit, je veux ma part du gâteau. Et alors, quand il s'agit des ressources naturelles, eh bien, plus on prend de la part du gâteau, moins il en reste. Mais ce qu'il y a de formidable avec les savoirs, c'est que plus on en donne, plus on en a. Et que cela met radicalement en échec la théorie du gâteau. La richesse humaine des savoirs, la richesse humaine des connaissances a cette fabuleuse capacité de se multiplier au fur et à mesure qu'on la donne. C'est pour ça que c'est une fabuleuse énergie renouvelable. La culture, les savoirs, ce sont aussi des moyens pour transformer nos pulsions consommatoires en capacité de partager le plaisir de connaître
et de comprendre. Oui, ce sont des énergies renouvelables et la formation aussi est une énergie renouvelable. Si nous nous attachons à la région à l'importance du dossier formation, c'est bien parce que nous avons là un levier politique absolument essentiel pour précisément afficher nos ambitions en matière de reconversion écologique de la société, de lutte contre les inégalités, de création de toutes les solidarités. 50% du budget de la région sont consacrés à l'éducation et à la formation. Nous ne disons pas que ça a été le scandale, nous disons simplement qu'on ne s'est pas emparé de ce levier pour faire une véritable politique lisible, visible, au service des citoyens et que la région a géré tant bien que mal ces sommes, parfois plutôt bien, parfois plutôt mal, sans que les Rhône-Alpins puissent voir concrètement en quoi ce budget régional pouvait leur redonner, leur donner de l'espoir au quotidien. À travers la formation, on partage aussi parce que dans la formation, celui qui forme est aussi celui qui acquiert. Dans la formation, chacun en sort grandi. Or, la formation est aujourd'hui largement marchandisée, assujettie à la demande à court terme, cloisonnée, filiarisée, le plus souvent d'ailleurs illisible pour ceux qui en auraient le plus besoin. Nous avons à ouvrir de grands chantiers en matière de formation. Le chantier de la validation des acquis de l'expérience, ça peut paraître technique, ça ne l'est pas. À travers la validation des acquis de l'expérience, nous disons à chacun et à chacune, c'est ce que tu as réussi qui va te servir de point d'appui pour réussir plus encore. Nous inversons la logique ségrégative, nous inversons la logique de l'exclusion, nous inversons cette logique scolaire terrible qui consiste à mettre toujours l'accent sur l'échec. Nous disons oui, nous allons valider ce que vous savez, nous allons prendre en compte ce que vous avez construit, nous allons travailler à partir de ce qu'on vous a transmis, de ce que vous avez vous-même élaboré dans votre vie, et cela va servir de point d'appui pour grandir. La VAE, c'est de partir des réussites des gens au lieu de pointer leurs échecs pour les exclure en leur disant « toi tu as échoué là et tu n'es pas fait pour ça ». Nous nous dirons « toi tu as réussi cela et parce que tu as réussi cela, tu réussiras d'autres choses ». Alors, nous ouvrirons le chantier de la VAE, nous en ferons autre chose qu'un parcours du combattant absolument infaisable. Et nous ouvrirons aussi un très grand chantier, ce chantier qui consiste à sécuriser l'espace entre le dernier diplôme des jeunes et leur premier contrat à durée indéterminée. Il y a là un espace qui, quand j'ai eu la chance d'entrer dans le monde du travail, était réduit. C'était une journée, tout au plus un mois. Aujourd'hui, cet espace entre le dernier diplôme et le premier CDI, c'est magistralement dilaté. C'est parfois 6 mois, parfois 1 an, parfois 10 ans pour un certain nombre de jeunes. Cette précarisation est insupportable. Il faut mettre en commun toutes les ressources, celles de Pôle emploi, celles des Greta, celles de l'AFPA, celles de l'ensemble des outils de formation de la région pour permettre à tous ces jeunes en errance, en déshérence et parfois en désespoir d'être accompagnés dans leur entrée dans la vie. Parce qu'une société qui n'accompagne pas correctement ces jeunes dans l'entrée dans la vie est une société qui n'a aucun sens de son propre avenir et de son futur. Alors oui, la formation est une énergie renouvelable, mais il y a aussi d'autres énergies renouvelables et vous n'en avez pas tout à fait fini. La recherche est une énergie renouvelable. Il y a des professionnels de la recherche, il faut les organiser. La région a fait un travail dans ce domaine, acceptable à travers les clusters, quoique cela soit discutable. Elle a aussi parfois, avec une obstination un peu dommageable, elle a aussi arrosé où c'était déjà mouillé, donné de l'argent à ceux qui en avaient déjà beaucoup, y compris contre des promesses d'emploi qui ne sont jamais venues. Alors oui, nous rediscuterons des pôles de compétitivité. Oui, nous nous demanderons s'il est bon de continuer à financer des pôles de compétitivité sans contrepartie en matière de création d'emplois, sans contrepartie en matière de recherche et d'innovation technologique au service des emplois durables, sans contrepartie en matière d'empreinte écologique. Nous nous demanderons s'il est bien normal de financer des pôles de compétitivité qui, en réalité, permettent de redistribuer à des actionnaires de l'argent qui ne fait que transiter par les entreprises en venant des fonds
des collectivités territoriales. Nous réinterrogerons cette politique et nous ferons en sorte que la recherche soit réellement au service de la cité. Et puis nous développerons la recherche dans ce qu'elle a de plus citoyen. L'émerveillement de cette campagne pour moi, c'est la découverte au quotidien de ces militants experts qui font un travail absolument extraordinaire sur des petits dossiers parfois, sur des grands dossiers de temps en temps, et qui sont des experts comme aucun expert ne peut exister dans un laboratoire fermé, dans une tour d'ivoire ou dans un bureau à Charbonnières. Il y a partout des militants experts de l'environnement, du travail social, il y a partout des militants experts de l'agriculture biologique, des circuits courts, des systèmes coopératifs. Il y a des militants experts. J'en ai rencontré, nous en connaissons énormément. Ces militants experts sont aujourd'hui malheureusement réduits à tendre la sébille pour être subventionnés à coups de lance-pierre dans leur développement associatif. Il faut qu'ils aient la priorité sur les grands groupes internationaux qui sont experts de rien du tout, si ce n'est de faire fonctionner de la finance virtuelle et de délocaliser des emplois. Oui, il y a de l'énergie renouvelable. Il y a de l'énergie renouvelable dans chacun et chacune d'entre vous, d'entre nous, dans tous les territoires de Rhône-Alpes. Et il y a, à travers cette recherche de l'inventivité sociale, le capitalisme peut imposer certes des innovations technologiques standardisées. Il peut nous imposer d'utiliser tous le même téléphone portable si quelqu'un emporte le marché, comme on dit. Mais le capitalisme ne sait pas, ne peut pas susciter des innovations sociales. Il ne sait pas, il ne peut pas susciter de la solidarité là où précisément il faudrait de la solidarité pour pouvoir inventer dans l'exigence réciproque. Alors oui, nous développerons la recherche parce qu'elle permet de développer l'inventivité sociale. Nous développerons la recherche technique, scientifique, mais aussi la recherche sociale. La recherche sociale à travers l'économie sociale et solidaire qui invente au quotidien, de façon extraordinairement créatrice, des solutions pour le monde de demain. Alors, il y aurait encore beaucoup d'autres énergies renouvelables à énumérer, la diversité bien sûr, la biodiversité dont on a parlé et que nous voulons développer, entretenir à travers les trames vertes et bleues, à travers le financement des associations indépendantes qui vont mettre en place ou qui mettent déjà en place, mais que nous aiderons, des sentinelles de l'environnement. Nous voulons aussi nous appuyer sur la diversité des hommes et des femmes, la diversité des cultures que nous considérons comme une véritable richesse pour notre pays. Et je veux saluer ici le travail que nous faisons avec Régions et Peuples solidaires, le travail que nous faisons dans le cadre de la Savoie, mais aussi ici à Welbeck-Cassem-Lounès, avec l'association des Berbères qu'il représente et que nous sommes fiers et heureux d'avoir sur notre liste. La diversité n'est pas un gadget et la diversité, c'est ce qui permet aux hommes d'être suffisamment différents pour avoir quelque chose à se dire dès lors qu'ils sont suffisamment semblables pour pouvoir se parler. La diversité est inséparable de la solidarité. Et la solidarité, c'est à chaque instant. La solidarité, ça commence par le petit covoiturage, ça continue par le modèle coopératif, par l'habitat coopératif dont vous a parlé Marie-Odile, ça continue par les groupements d'employeurs que nous proposerons de systématiser pour permettre une continuité des revenus à ces gens qui sont dans la discontinuité de l'emploi, et en particulier les saisonniers. La solidarité, c'est aussi une redistribution équitable de l'argent public à travers cette éco-conditionnalité dont nous avons parlé. La solidarité, c'est la volonté de militer aux côtés des sans-grades, des sans-papiers, des sans-abri, de tous ceux qui sont sans, justement, et qui, malheureusement, ne sont désignés que comme cela. La solidarité, enfin, c'est notre capacité à faire vivre le rapport Nord-Sud autrement qu'en forme de parasitage ou de pillage. Alors oui, nous sommes pour les énergies renouvelables et disons-le clairement, nous ne sommes pas pour les énergies fossiles. Parce que les énergies fossiles ont aujourd'hui démontré leur totale vanité et qu'elles nous paraissent quand même, à y regarder de près, particulièrement dangereuses. Alors certes, certains nous font passer les énergies fossiles pour le nec plus ultra de la modernité. Alors ça s'appelle RGPP, ça s'appelle de
tout un tas de noms compliqués. Ce sont des énergies fossiles. C'est l'individualisme et le libéralisme comme énergies les plus fossiles qui soient. On vous dit c'est nouveau, ça n'a rien de nouveau. C'est la conclusion de la fable des abeilles du XVIIe siècle qui dit que ce sont les vices privés qui font les vertus publiques et que du moment que chacun sert son intérêt individuel, on trouvera spontanément l'intérêt collectif. Monnaie. Nous le savons bien que les vices privés ne font pas les vertus publiques. Nous avons des vices privés à tous les niveaux de l'État aujourd'hui et pour que nous en sachions, nous ne voyons pas venir la vertu publique. Alors, les énergies fossiles, nous n'en voulons pas. Mais je le dis aussi devant vous avec une certaine solennité, nous ne voulons pas non plus des énergies fissiles. Ces énergies fissiles qui n'ont pas réussi à démontrer jusqu'à aujourd'hui leur totale innocuité sur l'environnement. Ces énergies fissiles que nous voyons à l'œuvre chez nos partenaires, qui les yeux rivés sur les échéances électorales, sous-estiment le danger pour la démocratie des fissions partitaires entre présidentiables. Ces énergies fissiles-là ne sont pas bonnes pour notre environnement intellectuel et démocratique. Ces énergies fissiles, disons-le clairement, nous gâchent la vie, elles nous polluent la vie politique et c'est pourquoi nous voulons faire gagner Europe Écologie. Alors oui, nous sommes pour les énergies renouvelables et pour la plus belle des énergies renouvelables, celle de la démocratie. La démocratie, ce n'est pas seulement des institutions. Malheureusement, des institutions ne peuvent pas être démocratiques sans les hommes qui les font vivre. La démocratie, ça n'est pas simplement la promotion de tel ou tel à travers tel ou tel média. La démocratie, c'est le débat public. La démocratie, c'est la confrontation, scénario contre scénario. Voilà l'argent que j'ai, voilà ce que j'en ferai, voilà l'impact à moyen terme, voilà l'impact à long terme, voilà les responsabilités que je prends, voilà les choix devant lesquels je vous mets. La démocratie, c'est la lucidité, c'est l'interargumentation entre des personnes responsables. La démocratie, c'est la capacité à proposer aux citoyens des choix clairs, des choix éclairés. Alors, nous nous sommes engagés au premier tour de ces élections régionales pour faire gagner le scénario écologique. Et nous ferons gagner le scénario écologiste. Imaginez que nous soyons en tête et nous serons en tête le 14 au soir. Imaginez parce que vous êtes là, vous vous êtes couché tard dimanche soir, vous n'avez pas eu les résultats au complet, vous vous réveillez lundi matin et là vous entendez 1, 2, 3, 4, 5, 6 régions, cette Europe écologique est en tête. Imaginez l'électrochoc intellectuel dans la vie politique française. Imaginez tous les gens qui heureusement vont enfin perdre leurs repères et se dire mais qu'est-ce qui se passe? C'est plus tout à fait comme avant. Alors on va plus jouer au ping-pong en attendant que l'autre prenne le pouvoir et en se reposant pendant ce temps pour refaire nos forces, on va être obligé vraiment de faire de la politique? Eh bien oui, on sera obligé alors de faire de la politique. On sera obligé de faire de la vraie et de la belle politique. On va être en tête, on va faire gagner le scénario d'Europe Écologie aux élections régionales en Rhône-Alpes et ailleurs. Et ce sera un formidable signal adressé aux jeunes découragés par une recherche d'emploi qui n'en finit pas. Un signal adressé à ceux qui sont inquiets pour la santé de leurs enfants, de leurs petits-enfants, adressé à ceux qui galèrent de stage en stage et désespèrent d'être accueillis dans une entreprise, adressé à ceux qui tentent désespérément de faire entendre la voix de leur association et de pouvoirs publics toujours plus sourds à leurs paroles. Ce sera un signal adressé à ceux qui voudraient s'engager, ceux qui veulent s'engager dans l'agriculture biologique et qui craignent de ne pas être soutenus. Un signal à ceux qui voient leur emploi menacé et qui désespèrent de ne pouvoir se reconvertir dans un emploi durable. Ce sera un signal adressé à tous les mal logés, à tous les mal nourris, à tous les sans, de toutes les manières, à nous tous, un signal adressé pour nous dire une ère nouvelle s'ouvre, une ère de la solidarité, une ère de l'écologie politique et avec vous, avec chacun d'entre vous, nous y arriverons parce que vous, chacun d'entre vous ici à la sortie, vous allez aller convaincre. Chacun d'entre vous va convaincre 5 personnes qui en convaincront 12, qui en convaincront 17, qui en convaincront 24, qui en convaincront 50. Et nous allons gagner parce que nous allons convaincre de proche en proche tous les Rhône-Alpins que l'espoir est à l'ordre du jour
et que rien n'est fatal, surtout pas le jeu politicien dans lequel on voudrait nous enfermer. À bientôt. Je vais demander à tous ceux et toutes celles qui sont candidates à ces élections régionales de bien vouloir monter sur la scène avec moi. Tous ceux et toutes celles qui sont candidates et candidats, merci de monter. Je vais remercier pendant ce temps le groupe Nomade qui nous accompagne, vous dire que tout à l'heure vous serez accueillis au buffet qui est tenu par une coopérative. Remercier également tous les organisateurs de ce meeting, l'équipe de campagne aussi sous la responsabilité de Gaël et d'Emeline qui fait un énorme travail et vous remercier d'avoir été là. Bienvenue à tous les candidats qui se présentent au suffrage des Rhône-Alpins et que je vous demande d'applaudir.